Qu'est-ce qui a permis à la Terre de survivre alors que d'innombrables autres mondes n'y sont pas parvenus? La plupart des autres planètes ont échoué dès le moment de leur formation, détruites par des conditions extrêmes et des tempêtes cosmiques implacables. Depuis l'espace, la Terre apparaît comme un monde bleu mystérieux. Mais sous cette beauté se cache une réalité extraordinairement fragile. La Terre a commencé à se former il y a environ 4,5 milliards d'années, émergeant de nuages de gaz et de poussière cosmique dans une région de la Voie lactée. D'une collision catastrophique avec la planète Theia à la présence d'un noyau de fer en fusion, générant un bouclier magnétique protecteur, chaque étape a façonné son destin. Située dans la zone habitable où les températures sont idéales pour l'existence de l'eau liquide. Selon les scientifiques, environ 70% de la surface de la planète est recouverte d'eau. Ces facteurs, ainsi que de nombreuses autres conditions, ont créé une planète véritablement unique, un monde où la vie a pu apparaître et continuer à évoluer pendant des millions d'années. Nous entamons un voyage pour explorer l'un des plus grands survivants de tous, l'histoire de la naissance de la planète Terre. Il y a environ 4,6 milliards d'années, la Terre n'était rien de plus qu'un vaste nuage moléculaire froid, sombre et diffus dérivant dans l'espace interstellaire. Il contenait un mélange d'hydrogène, d'hélium et d'éléments plus lourds tels que le carbone, le silicium, le fer et l'oxygène, héritage des explosions de supernovas de génération d'étoiles ayant vécu et disparu auparavant. Pendant longtemps, ce nuage est resté dans un état fragile, entre équilibre et effondrement. La pression thermique s'opposait à la gravité. Une petite perturbation peut être une onde de choc provenant d'une explosion stellaire proche, a suffi à rompre cet équilibre. Lorsque la densité de la matière a franchi le seuil d'instabilité de Jean, la gravité a commencé à dominer et le nuage s'est contracté, s'effondrant sur lui-même. Au centre de cette masse en effondrement, la matière a été comprimée jusqu'à ce que les réactions de fusion nucléaire s'allument et le Soleil est né. Mais sa formation n'était pas une fin, c'était le début d'un environnement bien plus hostile. Tout le matériau restant ne s'est pas effondré dans l'étoile centrale, mais s'est au contraire étendu vers l'extérieur en un disque protoplanétaire plat et en rotation rapide. Ce disque était une région chaotique, où des flux de gaz tourbillonnants, des fragments rocheux en collision et des orbites constamment perturbées définissaient sa nature. Au sein de ce disque protoplanétaire, l'évolution ne suivait pas des règles biologiques, mais la logique brutale de la physique. Des grains de poussière de taille micrométrique entraient en collision et s'aggloméraient grâce à des forces électrostatiques.
Ils ont grandi en agrégats plus importants, puis en grains, puis en galets. Et une fois qu'ils ont atteint une taille suffisante, leur propre gravité a commencé à jouer un rôle. À partir de là, le processus d'accrétion s'est accéléré, formant des corps rocheux de l'ordre du kilomètre appelés planétésimaux. Ceux-ci ont continué à attirer la matière environnante, entrant en collision les uns avec les autres dans des impacts d'une énergie immense. À partir des planétésimaux, des embryons planétaires ont émergé, mais la Terre n'était pas spéciale à ce stade. Elle n'était qu'un embryon parmi des centaines coexistants dans la région interne du jeune système solaire. Chaque embryon était un candidat, et la plupart ont échoué, certains ont été absorbés par des embryons plus grands. D'autres ont été éjectés du système planétaire, naissant par des interactions gravitationnelles. D'autres encore ont été écrasés lors de collisions libérant suffisamment d'énergie pour faire fondre entièrement leur surface. Durant cette phase, la Terre n'a survécu que de manière provisoire. Chaque impact étant à la fois une menace de destruction et une opportunité de croissance. Chaque fragment entrant pouvait agrandir la Terre ou l'anéantir complètement. La surface n'était pas un sol solide, mais un océan de magma où les températures étaient suffisamment élevées pour que les métaux et les silicates se séparent en couches. Pour comprendre pourquoi la Terre a bénéficié de cette fragile fenêtre de survie, nous devons nous tourner vers Jupiter, le géant qui a silencieusement façonné le destin de tout le système solaire. Contrairement à la Terre ou à Mars, les modèles modernes de formation planétaire, combinant des observations de disques protoplanétaires autour de jeunes étoiles, montre que Jupiter est apparu très tôt, environ 1 à 3 millions d'années après la naissance du Soleil. Alors que la majeure partie du matériau du disque protoplanétaire existait encore sous forme de gaz d'hydrogène et d'hélium, Jupiter avait déjà formé un noyau solide massif avec une masse estimée entre 10 et 20 fois celle de la Terre. Une fois que ce noyau a atteint une taille critique, une accrétion de gaz incontrôlée a commencé. Jupiter a attiré l'hydrogène et l'hélium environnant à un rythme de plus en plus rapide, devenant rapidement une géante gazeuse avec une masse finale de plus de 300 fois celle de la Terre. La gravité de Jupiter ne se contente pas de maintenir ses lunes en orbite. Elle domine toute la structure dynamique du disque planétaire. Elle déforme les orbites, agite la matière
et modifie les trajectoires évolutives de tous les autres mondes. Lorsque nous observons des systèmes planétaires au-delà du nôtre, un schéma préoccupant apparaît. Partout où des géantes gazeuses se forment tôt et migrent vers l'intérieur, des super-terres apparaissent souvent des planètes rocheuses plusieurs fois plus massives que la Terre, orbitant près de leur étoile, chaudes, denses et totalement hostiles à la vie telle que nous la connaissons. Selon le modèle du Grand TAC, développé à partir de simulations dynamiques et de la distribution actuelle des masses des planètes telluriques, Jupiter n'est pas resté à sa position d'origine après sa formation. Les interactions entre Jupiter et le disque de gaz environnant ont généré des couples qui l'ont fait migrer vers l'intérieur, s'approchant peu, être jusqu'à environ 1,5 unité astronomique, une région non loin de l'orbite actuelle de Mars. Au cours de ce voyage, Jupiter a agi comme un immense mélangeur gravitationnel, perturbant et repoussant la matière hors du système solaire interne. Une géante gazeuse envahissant la région interne est généralement une condamnation à mort pour les planètes rocheuses. Mais l'univers ne suit pas des schémas simples. Lorsque Saturne s'est formée et a atteint une masse suffisante, elle a commencé à interagir fortement avec Jupiter. Les deux planètes sont entrées en résonance orbitale, un état dynamiquement stable, mais aux conséquences majeures. Le nom Grand TAC, emprunté à la terminologie nautique, reflète une manœuvre qui a remodelé l'ensemble du système solaire. La région interne a été appauvrie en matière, empêchant les embryons planétaires rocheux de devenir trop massifs. La région externe, en revanche, est restée riche en gaz et en glace, permettant aux planètes géantes de continuer à se développer. Le résultat fut un système planétaire nettement divisé, de petites planètes rocheuses à l'intérieur et de gigantesques planètes gazeuses à l'extérieur. C'est précisément ce manque de matière qui a empêché la formation de super-terres dans la région interne, un résultat rare comparé aux statistiques des systèmes exoplanétaires. La Terre est donc le produit d'un système profondément transformé par la dynamique planétaire. Jupiter est souvent décrite comme un bouclier gravitationnel protégeant la Terre des astéroïdes, mais à cette époque précoce, elle n'était pas un gardien. Elle a perturbé la formation planétaire, éliminé de nombreux candidats potentiels et n'a laissé que quelques mondes suffisamment petits et stables pour continuer d'exister.
Pourtant, en perturbant les orbites des embryons survivants, Jupiter a indirectement accru la probabilité de collisions tardives, les impacts finaux qui ont façonné la nature physique de la Terre. Parmi elles se trouvait une collision qui n'a pas seulement modifié la surface, mais a redéfini le climat de la planète, son inclinaison axiale et sa stabilité rythmique pour des milliards d'années à venir. Ce fut le moment où la Terre a cessé d'être simplement une planète survivante pour commencer à devenir un système stable. Ce n'était pas le refroidissement de la surface, ni l'apparition de l'eau ou d'une atmosphère, mais une collision planétaire d'une ampleur catastrophique. Un impact suffisamment puissant pour restructurer la Terre de son noyau jusqu'à son orbite, mais assez précis pour ne pas anéantir complètement la planète de cet événement est née la Lune, il y a environ 4,51 à 4,47 milliards d'années. La Terre est entrée dans l'éon Adéen, une période où la planète ne ressemblait en rien au monde que nous connaissons aujourd'hui. La surface n'était pas un sol solide, mais un océan global de magma, en constante ébullition, solidification et refusion. La chaleur à cette époque provenait de trois sources principales: l'énergie résiduelle de la formation planétaire, la désintégration radioactive d'éléments tels que l'uranium et le thorium, et une fréquence encore élevée d'impact. C'est dans cet environnement qu'une autre planète s'est approchée, connue en science sous le nom de Theia. Les modèles dynamiques et chimiques indiquent que Theia avait à peu près la taille de Mars, avec une masse d'environ 0,1 fois celle de la Terre. Ce n'était pas un petit corps errant, mais un véritable embryon planétaire, coexistant avec la Terre lors des dernières étapes de la formation des planètes telluriques. Theia n'a pas percuté la Terre de plein fouet. Au lieu de cela, les simulations indiquent une collision oblique avec un angle relativement faible et une vitesse d'impact d'environ 9 à 11 km par seconde. La clé réside dans la manière dont la matière s'est séparée après l'impact, la majeure partie du noyau de fer dense de Theia s'enfonçant et fusionnant avec le noyau terrestre, augmentant la taille et la densité du centre métallique de la Terre. Pendant ce temps, des matériaux plus légers, riches en silicates, provenant des manteaux de la Terre et de Theia, ont été éjectés dans l'espace, formant un disque de débris en fusion en orbite autour de la Terre. Il ne s'agissait pas d'une dispersion aléatoire, mais du résultat inévitable de la dynamique de l'impact
et des différences de densité au sein des matériaux planétaires. À partir de ce disque de débris, en quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'années seulement, la matière a commencé à se réaccumuler sous l'effet de la gravité. Les modèles montrent que la Lune s'est formée relativement rapidement à l'échelle des temps géologiques. Les échantillons de roches lunaires rapportés par les missions Apollo révèlent des rapports isotopiques de l'oxygène presque identiques à ceux de la Terre, dans les limites des incertitudes de mesure. Dans le système solaire, chaque corps possède généralement des rapports isotopiques distincts, reflétant où et comment il s'est formé. Cette similitude quasi parfaite indique que la Terre et la Lune partagent le même réservoir de matière, quelque chose que les hypothèses alternatives peinent à expliquer de manière convaincante. Cet impact a fait bien plus que créer la Lune, il a remodelé la dynamique de la Terre. Après la collision, la Terre tournait beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Les estimations suggèrent qu'un jour pouvait ne durer que 4 à 6 heures. Avec le temps, les interactions de marée entre la Terre et la Lune ont ralenti la rotation terrestre tout en repoussant progressivement la Lune vers l'extérieur à un rythme actuel d'environ 3,8 cm par an. Cette évolution n'était pas simplement mécanique, elle a directement influencé le climat futur et les rythmes biologiques. Le plus crucial de tous fut la stabilisation de l'inclinaison axiale de la Terre. L'axe terrestre est incliné d'environ 23,5 degrés, donnant naissance aux saisons. Des simulations à long terme montrent que sans la Lune, l'inclinaison axiale de la Terre pourrait varier de manière chaotique sous l'influence gravitationnelle des autres planètes, oscillant de plusieurs dizaines de degrés sur des périodes relativement courtes. La Lune, avec une masse équivalente à un 81e de celle de la Terre, agit comme un stabilisateur gravitationnel, maintenant l'inclinaison axiale de la Terre dans une plage étroite pendant des milliards d'années. L'événement, même assez puissant pour effacer toutes les structures de surface d'origine, est devenu la condition préalable à la stabilité à long terme. La vie sur Terre n'est pas le résultat d'un processus doux, mais d'un accident cosmique parfaitement équilibré par la probabilité. Après les collisions qui ont façonné la géométrie et la dynamique de la Terre, la planète est entrée dans un défi plus subtil mais tout aussi brutal. Retenir l'eau et une atmosphère. L'eau de la Terre ne provient pas d'une seule source. Les analyses du rapport deutérium sur hydrogène dans l'eau des océans montrent une similitude frappante avec les météorites riches en carbone
suggérant qu'une partie de l'eau terrestre a été apportée depuis le système solaire externe lors du bombardement tardif. Ces météorites contenaient de l'eau sous forme de glace et de minéraux hydratés, et lorsqu'elles sont tombées sur la jeune Terre, elles ont contribué à son stock d'eau de surface. Pourtant, les données géochimiques indiquent également une autre source plus discrète et plus persistante: l'eau endogène. À l'intérieur de la Terre, l'eau peut être enfermée sous forme de groupes hydroxyles au sein des minéraux silicatés du manteau. Au cours des premières centaines de millions d'années, le Soleil émettait des radiations ultraviolettes et des rayons X 2 à 5 fois plus puissants qu'aujourd'hui, ainsi qu'un vent solaire dense de particules chargées. Ces processus peuvent éroder l'atmosphère d'une planète par fuite et érosion atmosphérique en éliminant notamment les gaz légers tels que l'hydrogène. Avec seulement environ 10% de la masse de la Terre, Mars s'est refroidi rapidement, provoquant la solidification précoce de son noyau métallique et la disparition de son champ magnétique global au cours des premières centaines de millions d'années. Sans magnétosphère, le vent solaire a directement érodé l'atmosphère martienne. Les données orbitales montrent que Mars possédait autrefois de l'eau liquide, des rivières et des lacs, mais à mesure que l'atmosphère s'est amincie et que la pression a chuté, l'eau de surface est devenue instable et a été perdue dans l'espace. Mars n'a pas échoué parce qu'elle manquait d'eau au départ, mais parce qu'elle n'a pas pu la conserver. La survie de la Terre dépendait d'abord d'une masse suffisante pour retenir une atmosphère sur de longues périodes, puis de la formation précoce d'un champ magnétique. Des études paléomagnétiques de minéraux de zircon anciens suggèrent que la Terre possédait être un champ magnétique actif dès environ 4,2 milliards d'années. Ce champ a généré une magnétosphère qui a dévié une grande partie du vent solaire et réduit considérablement la perte atmosphérique, en particulier celle de l'hydrogène essentiel à la rétention de l'eau. À un niveau plus profond, le couplage entre les océans et l'atmosphère a créé une grande inertie thermique, réduisant l'amplitude des fluctuations climatiques. L'eau absorbe et redistribue efficacement l'énergie, tandis que l'atmosphère transporte la chaleur de l'équateur vers les hautes latitudes. Une planète dotée d'eau et d'une atmosphère stable ne se contente pas de survivre, elle se souvient, accumulant des états au fil du temps au lieu d'être effacée après chaque catastrophe aléatoire. Lorsque la Terre a conservé son eau et son atmosphère, elle a préservé non seulement la matière,
mais aussi le potentiel pour que la chimie devienne complexe, pour que l'énergie soit distribuée lentement à travers les océans et l'air, pour que les réactions persistent suffisamment longtemps afin que de nouvelles structures émergent. Une planète qui conserve son eau est une planète dotée d'une longue histoire, où le passé peut s'accumuler au lieu d'être effacé. Pourtant, l'eau et l'atmosphère ne font que préparer la scène. Une fois cette scène prête et maintenue suffisamment longtemps, une transition de phase plus profonde s'est produite, la matière a commencé à stocker de l'information. À partir des océans profonds et des sources d'énergie chimique, la vie primitive a émergé et la Terre est entrée dans une phase où elle ne fonctionnait plus uniquement selon la physique, mais a commencé à se souvenir d'elle-même. Le chapitre suivant est ce moment, l'émergence de la vie est la première fois que cette planète a acquis une mémoire. Lorsque la Terre a réussi à conserver son eau et son atmosphère suffisamment longtemps, un seuil invisible a été franchi. Il n'y a pas eu d'explosion, ni de moment brillant visible depuis l'espace, et pourtant, à partir de ce moment, la Terre n'était plus seulement un système physico-chimique pur. Elle est entrée dans un nouvel état, dans lequel la matière ne se contentait plus de réagir et de disparaître, mais conservait les conséquences de ses propres processus au fil du temps. Ce fut le moment où la vie est apparue, et avec elle, la planète a commencé à se souvenir. Les preuves les plus anciennes suggèrent que la vie est apparue très tôt dans l'histoire de la Terre. Des analyses isotopiques du carbone dans des roches sédimentaires du Groenland et d'Australie occidentale, datées d'environ 3,8 à 3,7 milliards d'années, montrent une nette préférence pour le carbone 12 par rapport au carbone 13, une signature caractéristique des processus biologiques. La vie primitive n'est pas apparue à la surface hostile, où le rayonnement ultraviolet était encore intense et où de petits impacts continuaient de se produire. Au contraire, un nombre croissant de preuves et de modèles biologiques désignent l'océan profond comme le berceau de la vie, en particulier autour des sources hydrothermales. Là, l'eau de mer froide rencontrait des roches chaudes provenant du manteau, créant des gradients thermiques et chimiques extrêmes. Ces gradients d'énergie, et non la lumière du soleil, ont fourni une source d'énergie stable pour les réactions prébiotiques. Les sources hydrothermales étaient riches en hydrogène, méthane, sulfure et métaux tels que le fer et le nickel. Ces composants permettaient des réactions d'oxydoréduction simples, générant un apport continu d'énergie chimique. Dans de tels environnements, les molécules organiques pouvaient s'accumuler, se combiner et se répliquer de manière rudimentaire.
La vie primitive n'avait pas besoin d'ADN complexe ni de cellules pleinement formées. Elle nécessitait seulement la capacité de maintenir une structure face au chaos. L'atmosphère de la Terre à cette époque était totalement différente de celle d'aujourd'hui, il n'y avait pas d'oxygène libre. Le ciel était rempli de dioxyde de carbone, d'azote, de méthane, de vapeur d'eau et de composés soufrés. Dans cet environnement, l'oxygène était une substance hautement réactive, destructrice pour les structures biologiques. En conséquence, les premières formes de vie étaient des micro-organismes anaérobies tirant leur énergie de réaction chimique avec leur environnement. Elles ne transformaient pas la planète, ni ne concevaient l'atmosphère. Elles existaient simplement dans les étroites marges permises par la physique. Sur des centaines de millions d'années, des systèmes biologiques simples ont expérimenté d'innombrables façons d'échanger de l'énergie. L'une des innovations les plus révolutionnaires fut la photosynthèse. Au début, la photosynthèse ne produisait pas d'oxygène, mais utilisait des composés tels que les sulfures ou le fer comme donneurs d'électrons. Puis, il y a environ 2,7 milliards d'années, une lignée de micro-organismes, les cyanobactéries, a développé la capacité d'utiliser l'eau comme source d'électrons. Le sous-produit de cette réaction était l'oxygène. Une grande partie de la biosphère existante a été anéantie, mais ce fut aussi le tournant qui a ouvert une nouvelle ère. Les organismes qui ont survécu furent ceux qui ont appris à tolérer l'oxygène, puis à l'exploiter par la respiration aérobie, un processus capable de produire beaucoup plus d'énergie que les voies anaérobies. L'accumulation d'oxygène dans l'atmosphère a conduit à la formation de la couche d'ozone, réduisant le rayonnement ultraviolet à la surface et ouvrant la voie à la vie pour se déplacer vers des eaux plus peu profondes et finalement sur la terre ferme. Les océans ont absorbé le dioxyde de carbone, régulant la température globale. Le cycle du carbone, combiné à la tectonique des plaques, a agi comme un système de rétroaction négative, aidant la Terre à éviter des extrêmes de chaleur ou de froid pendant des milliards d'années. La vie ne se contentait plus de s'adapter à la planète. Elle avait commencé à participer à son fonctionnement. À partir de micro-organismes anonymes dans les profondeurs sombres des océans, la Terre est progressivement devenue un monde où la géologie, le climat et la biologie étaient étroitement liés. Cela n'a pas rendu la planète définitivement sûre. Au contraire, cela a introduit de nouvelles crises des extinctions de masse, des cycles d'effondrement et de réorganisation.
mais cela a créé une continuité, la capacité pour la planète d'évoluer, plutôt que d'être remise à zéro après chaque catastrophe. La naissance de la Terre n'a pas été un événement bref et aléatoire, mais le résultat d'un long et persistant processus de construction s'étendant sur des centaines de millions d'années, émergeant du disque chaotique de matière entourant le jeune Soleil. L'accumulation progressive, depuis des grains de poussière microscopiques jusqu'à des collisions catastrophiques entre planétésimaux, a façonné un corps géologique complexe. Au cœur même de ce chaos, une différenciation structurelle s'est déroulée avec une précision remarquable. Un noyau métallique en fusion s'est formé, générant un bouclier magnétique invisible mais résilient, qui protégeait la planète de la force destructrice du rayonnement cosmique et préservait son atmosphère primitive. Alors que des pluies de météorites incessantes apportaient des minéraux riches en eau et des composés organiques essentiels, la surface de la Terre a entamé un processus historique de refroidissement, se transformant d'un océan de magma incandescent en une croûte rocheuse solide. L'apparition de l'eau liquide et la stabilisation des cycles géochimiques ont marqué un tournant décisif, transformant ce qui avait été un monde mort en un environnement capable de soutenir la vie. L'histoire de la formation de la Terre n'est pas seulement une explication de nos origines matérielles, mais aussi un témoignage de l'alignement extraordinaire des lois physiques. Dans un univers vaste et hostile, la Terre se présente comme une oasis rare, un héritage façonné par le temps lui-même, nous rappelant la fragilité et la valeur singulière de cette planète bleue au sein du paysage cosmique infini.
Thank you for staying with WUFO Space until the very end of this journey through the vast universe. If you found this video interesting and insightful, don't forget to like, share, and subscribe to WUFO Space so you won't miss our next cosmic adventures. Your support means the world to us and fuels our passion to keep exploring the wonders beyond.